Salut, c'est David de la team Mistral. Allez, on reprend les reviews avec une marque qu'on avait déjà vue il y a un bon moment quand même, déjà avec du 6 pouces, et on revient toujours avec un 6 pouces chez Impulse RC, le Helix. Alors le Helix, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est en gros une machine extrême, faite pour la puissance, quelque chose qui va très vite. Support caméra 30, 45, 60 degrés, donc déjà 45 et 60 degrés, ça va commencer à taper sévère. Surtout que maintenant avec les lentilles plus larges, envoyer du 60 degrés, faut être taré ou voler à la verticale. Il y a un support pour la caméra HD qui est intégré au châssis, je vous le montrerai tout à l'heure, qui permet d'avoir un angle à 45 degrés. Donc le mieux que je conseille pour ce châssis, c'est de voler donc avec une caméra FPV à 45, lentille 2.5 au niveau de l'ouverture, au niveau de la largeur. Comme ça vous avez un champ qui est très large, qui permet de voir le sol pour atterrir et qui permet de voler quand même très fort. Alors le Impulse RC Helix, c'est vendu en kit. Mais le kit comporte la PDB ainsi que la carte de vol et le VTX. En fait, c'est un kit entre guillemets tout complet et il a beaucoup d'innovations. Alors, ça a été fait en Australie, comme le Alien. Donc, le Alien, on ne le présente plus, hein, il a été volé par tout le monde, hein, Mr. Steel, Chad Novak, Johnny FPV, etc., etc. Tout le monde en a eu un parce que c'est une des meilleures machines qui a été créée pour le freestyle. Et malgré son âge vieillissant maintenant, grâce à une machine qui a, je pense, près de 2 ans. Et ça n'a pas pris une ride, quoi. Beaucoup de châssis s'en inspirent encore. Et ça reste une des machines qui volent le mieux. Voilà, donc ils ont quand même innové plus pour la race, parce que l'Alien était très utilisé en freestyle, parce qu'on pouvait mettre la batterie dessus, ainsi que la caméra juste devant. Celui-ci est prévu pour la batterie en dessous, les ESC protégés dans des petites alvéoles aérodynamiques qui sont disponibles en plusieurs coloris. Donc vraiment quelque chose d'étudié. C'est du plastique injecté, hein, c'est pas de l'impression de 3D. Donc la finition est vraiment nickel avec le petit logo de Impulse RC, donc le petit alien que l'on voit ici. Voilà, les ESC se mettent là-dedans pour justement que ça soit aérodynamique, ça épouse la forme des bras, c'est nickel. Allez, écoutez, on va découvrir tout ça ensemble. Il n'y a plus qu'à voir ce qu'il y a dans la boîte. Allez, on ouvre la boîte avec le petit sticker, ce qui va bien. Alors, voyons donc le contenu en plus du sticker. Beau matériau, hein, c'est du beau sticker ça. Allez. Très bien, on commence de suite avec les sachets électroniques. Et plein de choses. Ceci est le VTX. Alors VTX avec OSD intégré, qui permet justement de switcher les canaux ainsi que la puissance. Il est switchable de 25, 200 et 500 mW. Ensuite il y a le câblage, je suppose. Hop. Ça c'est pour brancher, je suppose, la caméra. Et ça doit être l'alimentation. Ouais, ça doit être la lime. On regardera quand même la notice avant de le monter. Qui est disponible sur le site Impulse RC. Donc ce sera très simple à trouver. Hop, là c'est les petits écrous en fait qui se rentrent en force dans le carbone pour la fixation sûrement de la PDB. Next, on dirait un petit FTDI ou FDTI, je sais jamais si c'est NT ou ND. Ensuite il y a les broches, je suppose, à souder là-dessus et un petit cavalier qui est certainement utilisé peut-être pour le boot. Hop, là on a des spacers, donc qui doivent servir, je pense, pour espacer les cartes entre elles. Un buzzer de très petite taille, ça c'est cool. J'aimerais bien, si quelqu'un a un lien, avoir ce type de buzzer plutôt que cela. Ça permet de gagner quand même pas mal de place sur un montage, quoi. Ah, il y a 2 barrettes de LED fournies, ça c'est sympa. Très fine, très petite, plutôt cool. Et ici voici la PDB avec carte de vol F3 intégrée, avec une forme assez space, j'aime beaucoup. Alors franchement, le bouton boot est dessus déjà. L'épaisseur de la carte est très bonne. Et les composants sont soudés nickel. Vraiment une finition chapeau. C'est rare de voir des cartes de vol aussi bien faites que ça. Alors c'est un STM32F303, comme d'habitude. Là on peut switcher 3 ou 5 volts, ça va être pour la sortie du récepteur radio. Donc si on vole en Spectrum en 3 volts 3, ou bien en 5 volts pour un récepteur radio traditionnel.
Les ESC, ben, plus-moins, ainsi que le signal juste à côté. On a un plus-moins supplémentaire là. Et la lime qui se met derrière. Plutôt pas mal, bien réussi. Je suis vraiment curieux de le monter parce qu'il m'a l'air vraiment top, top, top. Ben, comme tous les trucs de chez Impulse RC, vous avez pour votre argent. Alors peut-être qu'en fait, le FTDI qu'on voit ici sert à flasher les firmware du VTX, parce que je sais qu'il existe un firmware australien et un firmware international. Donc je sais qu'ils n'utilisent pas les mêmes fréquences au niveau des autorisations en Australie. Donc je vais me renseigner un peu plus là-dessus et je vous le dirai tout à l'heure. Voilà, il y a déjà le socket de l'antenne qui est fixé, enfin qui est soudé dessus. Donc certains aiment, d'autres n'aiment pas. La soudure est quand même très bien faite. Ça ne devrait pas poser de soucis. Puis pareil, les composants sont vraiment nickel, la finition est parfaite. Il y a un micro intégré aussi au VTX. C'est plutôt rare pour être souligné. Je trouve ça pas mal. Et bien tout d'abord les bras. Légèrement chanfreinés sur les bords. Pas autant que les Astro X qui ont vraiment un arrondi total. Là on a juste le bord qui est cassé entre guillemets, donc qui est chanfreiné légèrement, ce qui donne une belle finition. Alors c'est un châssis qui est peu répandu, il est dispo en 5 et 6 pouces. Peu de gens volent avec parce que c'est vrai que je pense qu'ils doivent s'affoler en voyant que ça coûte 200 € enfin 200 $ le châssis. Mais voilà, pour 200 $ vous avez aussi le VTX. Vous avez tout ce qui va avec, quoi. VTX, carte de vol, PDB, les LED. En fait, il y a juste à rajouter les moteurs et les ESC et la caméra. Voilà. Le reste est déjà tout compris. Alors on continue, les autres pièces sont chanfreinées aussi. Voilà, c'est un X symétrique. Donc je pense qu'on peut demander quand même à Impulse RC de fabriquer ces deux pièces resserrées légèrement pour pouvoir avoir une forme allongée comme le Skyhero B1, le Zygon RS200 et tous les châssis avec cette forme là qui sont vraiment prévus pour la race, ce qui peut être sympa. Donc là vous avez la croix tout simplement, c'est un châssis en croix. Et franchement la finition des bras elle est belle. C'est joli, c'est joli. 4 mm pour l'épaisseur des bras. On va le mesurer. Hop, 4 mm tout à fait sur l'épaisseur des bras. Et au plus étroit, ils font 12 mm. Ces plaques-là sont en 2,5 mm et en 2 mm. Et ensuite, nous avons donc les plaques support caméra. Alors justement, l'angle apparemment a l'air fixe sur ce châssis, l'angle de la caméra FPV. Alors on a 30, 45, 60 degrés et les plaques qui servent à mettre une GoPro Session ou une GoPro normale qui sont à 45 degrés, tout comme la caméra classique. Alors moi je vais voler avec une GoPro, ça sera plus cool. Donc on va utiliser celle-ci. Elles n'ont pas la même forme, je ne sais pas si vous avez remarqué. La lipo est là en silicone, donc il se colle d'un côté. Il se collera par là sans problème. Voilà, faut pas abîmer la lipo avec les vis en plus, c'est plutôt cool. De toute façon, Impulse RC, ça reste Impulse RC. On a même les tubes d'antenne qui sont fournis. Et vous verrez qu'il y a un système d'antenne assez sympa et assez innovant dessus. Je vous en parlerai pendant le montage. Il y a même l'angle à 45 degrés pour le VTX. À mon avis, ça doit être différent selon comment on le monte et en fonction de quel pod on choisit. Voilà, on va appeler ça des pods, ça sera plus simple. Il y a, comme d'habitude, des limes fournis avec. Donc c'est les limes qui étaient fournis aussi avec l'Alien. À savoir vraiment pourquoi, est-ce que voilà, si on a un trou qui est mal percé, on peut se le faire nous-mêmes. Sur l'Alien, beaucoup l'utilisaient pour biseauter et justement chanfreiner les arêtes. Là on n'a pas besoin puisque c'est déjà fait de série. Noir mat des spacers, c'est intéressant comparé à ceux qu'on a l'habitude de voir en noir brillant. D'autres spacers avec des vis très longues, donc celles-là doivent servir à fixer le pod, et même des écrous moteurs. Des écrous moteurs en alu, low profile, et de la vis en alu. Tout ça c'est de la vis alu. Allez, je mets tout de côté, et on va attaquer tout ça. Petite astuce pour le montage des bras. Les bras doivent être comme ceci. Donc en gros, tu as une partie qui est chanfreinée sur le dessus, et sur le bas, elle ne l'est pas. Parce que c'est sur cette partie que vient se mettre, on va dire la partie aérodynamique, voilà, le cache des ESC.
tu ne peux... Ah non, tu peux utiliser les 4. Tu peux utiliser que 2 trous, car ils ont le même anthrax. Alors je sais pas si c'était commun à la première version ou ce sera même petit défaut sur la version finale. Tu mets que 2 vis sur les moteurs. Donc, ce qu'il faut savoir, tu vas passer ton câble par le trou prévu à cet effet, ici. Ton ESC doit se placer là, pour être recouvert par le cache. Cependant, le positionnement de l'ESC est absolument ici. Donc la longueur à connaître est pour la version 6 pouces de 7 cm pile. Moi j'ai coupé les câbles à 7 cm, j'ai pas de problème parce qu'ils partent vraiment de l'embase et je peux carrément les tordre à la verticale. Il y a d'autres moteurs où on ne peut pas faire ça, genre les T-motors qui sont obligés de sortir un petit peu, auxquels il faut rajouter à peu près 2 mm. D'après le guide de montage de Impulse RC, sur la version 5 pouces, il faut couper les câbles entre 52 et 54 mm, partant bien sûr de l'axe du moteur. Là les miens ils font 7 cm, donc 70 mm en partant de l'axe du moteur. Et non pas d'ici. Mesurez bien en partant de l'axe, sinon vous allez vous retrouver avec des câbles trop courts. Et du coup ça donne ça. Voilà, vous avez votre ESC qui est parfaitement caché à l'intérieur. Il est bien camouflé, nickel. Vous faites sortir les câbles là, et c'est parfait. Et ça vous fait un beau bras aérodynamique. Et voilà ce que ça donne une fois que vous avez les 4 bras montés. C'est vrai que c'est quand même original, et puis la finition vraiment me plaît, quoi. Le petit chanfrein juste sur le dessus, c'est beau, c'est bien fait, l'ajustement est parfait. On regrettera juste le fait d'avoir 4 écartements de 19 mm sur les caches, au lieu d'avoir un écartement de 19 et un écartement de 16, pour pouvoir justement fixer le moteur avec 4 vis au lieu de 2. Là en l'occurrence on n'en aura que 2. On peut toujours modifier, on agrandit le trou, etc. Mais bon, c'est pas bien grave. Je vais vérifier quand même sur la noire, parce que sur la noire, donc c'est ce qui est fourni avec, les enjoliveurs noirs. Les coloris c'était pour les précommandes. Donc non mais pareil, les trous, même problème, le même anthrax sur les deux. On va s'occuper de la partie centrale avec la carte de vol. Donc ce qu'il vous faut d'abord, la croix. Vous en avez deux. Il y a celle-ci et celle-ci. La seule différence, c'est la petite fente qui est ici. Ça, c'est la plaque qui va en bas. Autre différence, le diamètre des trous. 2 gros, 2 petits. Donc, quand on prend celle-ci, les 2 gros vont servir à mettre ces espèces de... je sais pas comment on appelle ça, ces écrous qui s'encastrent en fait dedans, qui se rentrent en force. Voilà, qui vont venir là et là. Et sur la partie arrière, il y aura ceci, qui est en fait le support d'antenne. Je vous montrerai un peu plus tard. Alors, plusieurs techniques pour l'installation de la carte de vol, car la carte de vol, comme je vous le disais tout à l'heure, n'est pas vissée, mais collée aux double face anti-vibration. Ce qui est peut-être une bonne solution d'ailleurs par rapport à toutes les vibrations parasites qu'on a sur beaucoup de cartes de vol. Alors ce qu'il faut faire, c'est déjà bien repérer le diamètre des trous. Les 2 plus larges vont sur l'avant. Alors petit conseil, on a besoin donc des 4 vis longues, on a besoin de 4 écrous comme ceci, qui vont servir provisoirement, et les cales en plastique, donc les spacers plastiques. Pourquoi? Parce qu'ils font le diamètre de ces trous-là, et ça va servir à centrer correctement la carte. Par la suite, les spacers qui vont prendre place sont ceux-ci, plus fins, qui ne toucheront pas la carte. Donc vraiment, la carte est montée uniquement en collé, quoi, collé au double face. Alors, petite astuce, on met les 4 vis à leur place. Les 4 spacers, qui ne se vissent pas, ils sont juste emboîtés. Et on prend les écrous juste pour maintenir en place provisoirement. Une fois qu'on a les 4, on voit que la carte donc vient vraiment parfaitement à cet endroit-là. On fait encore attention avant, arrière. Et maintenant, il faut coller donc le double face. Pour ce faire, on essaie de décoller uniquement un côté. Petite technique que j'ai trouvée sur le site d'Impulse RC. Voilà, on décolle juste le contour. Ça va permettre de garder la forme et de ne pas déformer en fait si on le détache déjà. Et ensuite, on n'a qu'à le centrer correctement. Et c'est parfaitement centré. Et on enlève la partie centrale. Ne l'arrachez pas, elle peut servir à coller les LED tout à l'heure.
La partie avant, c'est la partie où vous soudez le buzzer en fait. Le buzzer. Donc, le plus est précisé sur le petit autocollant. Ensuite, il recommande de prendre un XT60 avec 10 cm de fil. Pour la partie récepteur radio, il faut faire un pont ici ou là, en fonction de si on veut utiliser 5 volts ou 3 volts. Donc nous, comme c'est sur du FR Sky et non du Spectrum, on va utiliser les 5 volts. Et dans un souci de gain de poids, on va utiliser le FR Sky XM+. Donc on a réussi à flasher, sans difficulté en fait, à l'aide de la radio directement. C'est plutôt pas mal et c'est tout petit, ça pèse rien du tout. C'est-à-dire je le mets là, il se voit même pas. C'est un truc de dingue. Les câbles se soudent là, donc il y a le signal, le plus et le moins. Alors ensuite, pour mettre ces petites pièces-là, plusieurs options. Soit vous y allez comme un bourrin, soit vous y allez intelligemment avec des vis, tout simplement. Il y en a deux qui viennent ici, donc sur la plaque, et les 4 autres viennent sur le VTX. Et en fait, c'est le VTX qui va faire sandwich. Et pour ici, ce sera donc ces espèces de petits clamps qui vont se positionner là, et en fait qui vont tenir les tubes d'antenne vers le centre. Et ouais, parce que tant qu'à faire mettre les antennes à 90 degrés, on n'est pas obligé de les orienter vers l'extérieur, on peut les faire rapprocher l'une vers l'autre. Donc en fait, elles vont venir se positionner, en gros comme ceci, mais on raccourcira bien entendu pour pas qu'elles se croisent. Alors juste à titre informatif, en partant de l'arrière, donc là c'est le plus et le moins, donc l'arrivée de l'alimentation. Juste à côté, vous avez 3 pads de chaque côté qui correspondent à l'alimentation des 2 LED fournis. Donc le plus, c'est le plus à l'intérieur, il me semble. Le data, pardon. Le data, c'est celui-ci. Le 5 volts est au milieu. Et le ground est à l'extérieur. De ce côté-là, il faut que je vérifie, parce que c'est pas marqué sur le schéma d'impulseur C. Bah allez, on peut monter les bras. Petit truc que j'avais pas vu, il y a des vis plus longues et des vis plus courtes, légèrement. En fait, elles servent, les vis plus longues, à fixer la partie support d'antenne. Voilà, une fois qu'on a tout repéré et qu'on a soudé le fil avec les XT60, pour couder ça, je vous conseille de les chauffer légèrement au briquet, donc les tubes d'antenne. On fait un U avec, et ça permet de mettre parfaitement l'antenne à l'intérieur. Bien protégé. Alors pour les LED, on peut récupérer, donc comme je vous le disais tout à l'heure, le double face qui était fourni. Moi je préfère en utiliser un autre qui est translucide, un peu en gel, qui colle excessivement bien. Alors sur ces LED, à gauche vous avez le data, au milieu le plus 5 volts, alimentation, et la masse. Alors petit conseil à ce stade-là, vu qu'on va poser la partie supérieure, donc qui comprend le VTX et qui risque de gêner justement le visuel, pensez à binder déjà votre récepteur radio en branchant la batterie, puisque tout est alimenté. Vous bindez le récepteur radio comme ça, il n'y a pas de souci. Alors pour ce qui est du VTX, il y a plein de choses à voir. Alors commençons par le dessous. Ici, vous avez des jumpers, enfin des 3 petits pads à souder, soit les 2 de gauche, soit les 2 de droite. Si vous ne soudez rien, vous avez le bruit que font tous les VTX là, quand vous volez. C'est super désagréable et super chiant. Si vous soudez donc les 2 pads de droite, ça coupe le microphone. Donc il n'y aura aucun bruit sur vos vidéos, sur vos DVR. Si vous soudez les 2 de gauche, vous avez le micro qui est activé. Alors moi en l'occurrence, je vais activer le micro, tant qu'à faire. Ensuite, une fois qu'on a fait ceci, on le retourne. Vous avez 2 trous sur l'avant. C'est là où on met le cavalier. Il y a un petit jumper qui est fourni avec, que vous enlevez ou pas. Le but c'est de le souder ici. En fait quand vous mettez le jumper, ça coupe l'alimentation du VTX. Et ça permet de ne pas brouiller des gens. Si vous êtes en mode maintenance dans les stands et que vous avez besoin de brancher, ça coupe en fait la ligne du VTX pour ne pas faire de perturbations envers les autres personnes. Concernant la vidéo, moins, plus, alimentation 5 volts pour la caméra. Donc au moins, vous soudez direct. Petite astuce, comme les plates se mettent ici, elles sont très proches des connectiques. Donc quand vous soudez ça, il vaut mieux souder les câbles dans ce sens en partant de l'intérieur, plutôt que dans ce sens, où ça risque de trop frotter le carbone. Alors pour finir avec le VTX, vu que je vais utiliser la platine GoPro, donc autant mettre directement l'embout à 45 degrés, il faut que je soude ça. Alors il préconise de laisser 55 mm
pour le câble de la caméra. Vu que la caméra sera tenue entre deux spacers, il vaut mieux faire la mise au point avant, si jamais vous avez une mise au point à faire ou des réglages, parce qu'après l'accessibilité risque d'être compliquée. Alors vous avez ce câble qui est fourni avec, donc il vient se brancher ici, c'est le câble Serial Data, donc il va se connecter aussi à la carte de vol, qui permettra de faire fonctionner l'OSD qui est intégré, et d'avoir tous les paramètres de la carte de vol, donc armée, désarmée, etc. Vous avez aussi ce câble. Franchement, je sais pas à quoi il sert parce que déjà c'est pas expliqué et puis je pense pas en avoir l'utilité. Ceci est un port qu'ils appellent Expansion Port, donc peut-être pour d'autres options, j'en ai aucune idée. En tout cas, la sortie vidéo de la caméra elle est là, donc je vais la connecter là. Et le petit câble qui est fourni, c'est l'alimentation LiPo du VTX, donc qui se met ici et qui alimentera donc le VTX. Et voilà, alors on l'allume. Voilà la cale, pas cher, elle est retarée. 339,8 grammes. Ben franchement, pour un 6 pouces aussi complet que ça, avec les enjoliveurs, les LED et tout, moi je trouve que c'est pas mal. Certes, on aurait pu mettre des moteurs beaucoup plus violents, genre des F60, les derniers F60 Pro de chez T-Motor. Mais après, voilà, ça dépend de ce qu'on recherche. Est-ce qu'on veut un dragster ou est-ce qu'on veut une machine super fun à piloter, souple et efficace? Je vous le dirai lors du test en vol. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite review vous a plu. En tout cas, ce drone est vraiment innovant. Et ouais, innovant, ben, déjà d'une part pour le système de fixation des antennes. Comme ça, resserrer l'une avec l'autre à l'arrière. Ça marche plutôt pas mal apparemment. Et puis c'est efficace quoi. Avant de la casser, on a le temps. Le fait d'avoir cette possibilité d'avoir différents pods, donc des pods purement racing, comme ceci, qui servent voilà, uniquement à tenir la caméra à des angles donnés, donc 30, 45 et 60 degrés. Donc ouais, on les reconnaît à la forme, la découpe en goutte d'eau en fait, qui est différente. Ou alors ce pod là, qui est prévu pour accueillir la GoPro Session, donc on la met dessus et on lui met un petit strap autour. Et c'est vrai que c'est parfait quoi, l'angle est fixe à 45 degrés et sur la GoPro et sur la caméra FPV. Les enjoliveurs en dessous sont vraiment du plus bel effet, ça donne de l'aérodynamisme, si l'aérodynamisme est important, et puis on commence à se rendre compte qu'en fait c'est bien important. Donc on a un drone qui est aérodynamique, qui est rapide, qui a une petite pénétration dans l'air par rapport à la taille du pod. Il existe donc en 5 et 6 pouces, celui-ci c'est la version 6 pouces. La seule différence c'est la longueur des bras et je pense les enjoliveurs dessous, à mon avis, qui ne doivent pas être de la même taille. Parce que si le bras est plus court, logiquement le trou est plus court. Donc ouais, à tous les coups, ouais, c'est l'enjoliveur ainsi que le bras. Que dire d'autre? Les ESC, on a mis du Icon 30 A en BLLIS. La carte de vol, c'est une F3, donc qui va être flashée avec le firmware spécial, donc Betaflight, mais spécial pour cette carte de vol, donc la carte de vol Impulse RC. Je sais même pas quoi dire d'autre. Ça me fait plaisir de voir des machines différentes, des choses qui sortent de l'ordinaire. Comme je l'ai déjà dit plein de fois sur des machines qui sortent de l'ordinaire, parce que maintenant, elles ont vraiment quelque chose pour se démarquer. Ça pèse pas très lourd, donc ça fait moins de 340 grammes. C'est pas mal, c'est du 6 pouces. Donc au final, ça va. C'est pas du hyper light, mais c'est avec tous les accessoires qu'il y a, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment pas mal. La Pentaracer a enfin une machine où je peux la mettre sans aucun souci. Parce que c'est vrai que le fil n'est pas flexible, comme les antennes Fat Shark ou Foxeer par exemple. J'ai pris un mauvais exemple. Voilà, vous prenez une antenne Foxeer, vous la pliez, elle reste dans la position pliée. Celle-ci c'est un câble flexible, donc certes de meilleure qualité, mais qu'on ne peut pas mettre sur n'importe quoi. Et du coup sur celle-là ça sera exactement ce qu'il faut. Voilà, on verra qu'une antenne blanche et des trucs orange qui se baladeront dans l'air. Voilà, écoutez, je sais pas quoi vous dire d'autre, à part que j'ai hâte de la tester. Je vais paramétrer tout ça, mettre les couleurs sur les LED, flasher avec Betaflight, mettre le dernier BLLIS, calibrer les ESC, et puis armer les moteurs, action!